Bienvenue donc. Et on rentre tout de suite dans le sujet, cette zone géographiquement parlant, à cheval d'une frontière. Qu'est-ce qu'on l'a défini? Bassin d'emploi. Le bassin d'emploi, on sait très bien que né d'un calcul de déplacement des gens sur une échelle territoriale, mais avec le président du PSI, on en avait parlé. Est-ce que ça explique qu'est-ce que c'est le territoire à cheval d'une frontière? Je sais que lui, il aime parler plutôt d'une autre manière et non pas tout simplement du bassin d'emploi. Je voudrais bien vous entendre à ce sujet, Monsieur le Président. Merci. Évidemment que dans ces zones transfrontalières, un des points essentiels qui fait la vie quotidienne tourne autour de l'emploi. Et l'emploi, en général, où on déplace des personnes tous les matins qui vont travailler dans le pays d'à côté et puis qui reviennent chez eux. Et quelquefois, comme c'est le cas chez nous, y compris des gens de nationalité suisse qui viennent vivre chez nous parce que c'est un peu moins cher que du côté genevois. Donc c'est vrai que l'emploi est au cœur de ces zones-là, mais ce serait très restrictif que de limiter ces zones transfrontalières à l'emploi. C'est pour ça que je préfère parler de bassin de vie transfrontalier, parce que bien évidemment, il y a l'emploi, mais il y a bien d'autres manières de vivre ces zones frontières. D'ailleurs, la crise sanitaire que nous avons vécue, et notamment, ça a été fait, plusieurs intervenants y ont fait allusion ce matin, le coup que l'on a reçu les uns et les autres quand on vit dans ces zones, qu'on a reçu avec la fermeture brutale des frontières, a fait une prise de conscience. Il y a une vraie prise de conscience que s'il n'y avait pas que l'emploi, et qu'on vivait autrement à la frontière. Le bassin de vie, c'est évidemment un bassin de vie économique, on y est, un bassin de vie familial, un bassin de vie culturel, un bassin de vie commercial, un bassin de vie de tourisme de proximité, c'est tout ça. Et puis c'est un bassin de vie qui se doit, parce que notre avenir est commun, qui se doit aussi, et c'est plus difficile quelquefois, d'être un bassin de vie solidaire. Je pense que ce sont les éléments forts. Et donc, et si on part du bassin d'emploi, moi je voudrais insister sur le fait que le bassin d'emploi est essentiel. L'attractivité des gens qui viennent, qui déménagent, qui cherchent un emploi, et voilà, on le vit tous les jours. Mais ça ne peut fonctionner dans le temps que si on trouve sous une forme ou sous une autre un juste équilibre, que si on parle ensemble d'aménagement du territoire, que si on parle ensemble de gestion de l'habitat, où habitent les gens, et si on trouve finalement une situation qui est gagnante-gagnante entre les deux pays, où il y a une activité forte, mais où le retour sur investissement, en quelque sorte, puisque les travailleurs frontaliers sont d'une certaine manière un investissement dans un autre pays, ce retour sur investissement se fasse de manière le plus équilibrée possible. Alors moi, j'ai la chance, je le dis, d'être dans une région, le Genevois français, où des accords particuliers avec Genève permettent d'avoir ce retour. Je vais peut-être faire des jaloux dans la salle, j'en connais qui l'ont déjà dit. Mais par exemple, une information toute récente, on a, et j'aurai l'occasion peut-être d'y revenir, parce que c'est vraiment le cœur de l'organisation d'un bassin de vie, on a dans le projet d'agglomération numéro 4 dont on vient d'avoir les résultats, eh bien on peut annoncer que la Confédération helvétique, dans le cadre de son projet d'agglomération, va investir 43 millions de francs suisses sur le territoire français, sur des infrastructures qui ont un intérêt évidemment transfrontalier, dans la démarche que je précisais il y a un instant. Donc le bassin d'emploi, c'est sans doute le cœur du problème au départ, mais c'est pas que ça, loin de là, et c'est vraiment le bassin de vie qu'il faut, au niveau du bassin de vie, qu'il faut réfléchir.
Merci beaucoup. Monsieur Lamberts, à ce moment, ça m'intéresse de savoir, du point de vue du président de l'Association des régions frontalières d'Europe, est-ce que c'est vous vous retrouvez dans le discours de Monsieur Duplessis, est-ce que vous sentez que aussi comme président de l'Association des germanophones de Belgique, donc par rapport à l'Allemagne de l'autre côté, donc cette partie culturelle à cheval entre deux pays, est-ce que c'est déjà ça? Est-ce qu'il y a des obstacles à cette réalisation? Est-ce que vous sentez qu'il y a une difficulté dans la réalisation que justement, M. Duplessis, en tant que président de cette partie du territoire, justement, ressent comme une opportunité? Est-ce que vous sentez que, par exemple, les capitales de chaque État font le jeu là-dessus? Est-ce que j'oserais dire quelque chose sur les capitales quand je me trouve ici à Paris? Non, mais je voudrais plutôt dire à quel point je trouve cette conception du bassin de vie intéressante et sympathique. Et ça me rappelle d'ailleurs un peu ma propre vie. Nous tous avons la chance, je crois, dans la moyenne des cas, de connaître nous-mêmes 3 générations. Nous-mêmes, nos enfants, nos petits-enfants ou autrement. Et la coopération transfrontalière, c'est un peu la même chose. D'abord, on supprime un obstacle, un barrage, une frontière juridique, et les gens se regardent de face en face et non plus de dos à dos en ayant surtout leur regard fixé sur leur capitale. Puis ils commencent lentement à dépasser cette frontière. Et de la mobilité se fait. Et le vrai test, c'est souvent le moment où une quantité significative de citoyennes et de citoyens vont travailler de l'autre côté de la frontière. À partir de ce moment-là, ça devient adulte ou sérieux. Et puis ça continue, et à un moment déterminé, on se rend compte, mais on a tellement d'incompatibilités qu'il faut faire disparaître, ou il faut trouver des trucs, des astuces. Il faut aller plus loin, il faut vraiment intégrer tout ça d'une manière beaucoup plus substantielle, plus fondamentale. Et ce sont les 3 étapes que connaît chaque histoire de coopération frontalière. Et c'est quelque chose qui se passe un peu concomitamment à beaucoup d'endroits, et dans le temps, c'est un peu parfois décalé d'un endroit à l'autre. Mais c'est ça la richesse, la dynamique de la coopération transfrontalière. Et ce qu'il faut alors avoir vraiment envie de faire, c'est d'améliorer et d'intensifier cette synergie, cette coexistence, cette vie quotidienne dans ce bassin. Et là, on en aura pour toute sa vie, parce que les problèmes sont là. On peut en supprimer un problème. On peut être sûr que ça aura comme conséquence que encore plus de gens iront de l'autre côté de la frontière, et au même moment, d'autres problèmes apparaîtront. Je compare toujours ce travail à celui d'un croque-mort ou d'un coiffeur. Les clients ne disparaîtront jamais. Et ça, c'est la vie quotidienne de notre travail. Et il y a des exceptions, mais et encore, en regardant de près, l'espoir n'est pas perdu. Et il faut vraiment arriver à créer les conditions pour que ça puisse se développer, parce que les valeurs ajoutées qui se créent à ce moment-là sont extraordinaires. Parfois, en travaillant de l'autre côté, en vivant de son côté, on ouvre des champs tout à fait nouveaux, et surtout s'il y a aussi de la diversité des différences, des différences de langue ou des différences de systèmes sociaux, de culture. Il y a là une montagne de problèmes, mais aussi une montagne encore plus grande d'opportunités. Et c'est ça la vie quotidienne de la coopération transfrontalière, et nous devons péniblement toujours faire avancer ça, en sachant que souvent nous avons quand même aussi des échecs, et nous partons un peu à la case de départ, mais ça ne doit pas être un élément de désespoir, mais ça doit encore nous renforcer pour être encore plus résilient, comme on a dit si bien dans le titre de cette conférence.
Merci beaucoup. Alors, c'est la merveille et la magie de la frontière, en fait. C'est un énorme déstabiliseur de l'énergie qu'il y a dans les autres territoires. Mais quand vous arrivez à une frontière, ce que vous avez organisé ailleurs, là, par contact avec l'autre, ça se déstabilise et devient autre chose. Et il faut quand même intervenir, opérer. Mais la vie des gens est faite d'interactions, justement. Et donc, comment organiser tout ça ? Madame Verstekel, là, la question pour vous est différente parce que vous nous amenez directement à un niveau à une perception, à une vision qui est celle de la Commission. Et ça m'intéresse de comprendre. Là, vous avez senti deux acteurs qui vivent localement très fort. Je pense que le point de départ de bassin de vie plutôt que bassin d'emploi vous fait comprendre à quel point la chose est holistique et vraiment d'ensemble. Mais comment vous intervenez? Je veux dire, comment on intervient là où il y a cette zone qui doit limiter une administration par rapport à l'autre, mais les gens ne regardent pas trop ça, vivent d'un côté de l'autre. Quel est le rôle de l'Union européenne là-dessus? Comment on peut intervenir? Est-ce que financer des projets communs suffit en soi, ou est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il y a une vision autre? Merci beaucoup, Giuseppe. Un grand programme, effectivement. Tout d'abord, permettez-moi de présenter les excuses de Sławomir Tokarski, mon directeur, qui n'a pas pu se déplacer à Paris aujourd'hui. La question de l'Ukraine et comment soutenir l'Ukraine prend beaucoup de place dans nos vies en ce moment à la Commission. Et donc, il était important pour lui de rester aujourd'hui pour discuter de ça avec d'autres collègues. Donc voilà. Alors, oui, vous dites que nous, on a la perspective peut-être la vue hélicoptère, mais personnellement, je voudrais quand même dire que je viens du même milieu, si je puis dire, que Karl-Heinz et Christian, pas encore en politique, mais au moins je viens aussi de la frontière. Mes deux grands-pères étaient tous les deux travailleurs transfrontaliers. Et donc tous les matins, ils partaient un en vélo, un en voiture, un déjà clairement au courant des défis climatiques et l'autre pas, et revenaient même le midi manger à la maison et repartaient après-midi tellement la proximité était grande entre le lieu de résidence et le lieu de travail, même si l'un était en Belgique et l'autre en France. Donc, ça me permet de vous dire aussi que je suis aussi tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Je trouve que bassin d'emploi, c'est trop restrictif, effectivement, parce que l'emploi n'est qu'une partie de l'humain et que nous sommes tous, effectivement, engagés dans d'autres aspects de la vie. Et pour moi, par exemple, personnellement, de nouveau, pour me rejoindre tout ça à mon histoire personnelle, c'était les courses en France et en Belgique, des deux côtés. Tout bon frontalier sait très bien ce qui est meilleur ou moins cher d'un côté ou de l'autre. C'était le foot, parce que je n'avais pas de grand club dans ma région, et du coup, mon club de cœur, c'était le club de l'autre côté de la frontière. Donc voilà. Chez nous, donc je ne peux parler que de la Commission et de la DG Régio, qui est la DG des territoires. Donc d'office, je pense qu'on peut sentir qu'on aura une vue pluridisciplinaire du territoire et une vision qui ne se limite pas à l'emploi, mais qui prend en compte les autres aspects. Par exemple, la mobilité dont on a déjà parlé ce matin, qui est très importante. Par exemple, la gestion des ressources naturelles, qui est très, très importante. La gestion des risques, qui doit se faire en transfrontalier. Je pense que Karl-Heinz l'a vécu très personnellement l'année dernière avec les inondations qui ont affecté et la Belgique et l'Allemagne et les Pays-Bas, plus ou moins de la même manière. Donc, il faut vraiment qu'on prenne en compte le territoire dans son ensemble et les gens qui vivent sur ce territoire. Je répète toujours à l'équipe chez nous qu'il faut penser aux citoyens. On ne développe pas des territoires pour le territoire, mais bien pour les gens qui vivent dans ce territoire, qui doivent le faire vivre et le pérenniser. Et donc, c'est pour ça que chez nous, nous avons créé dans l'unité, donc moi je travaille dans l'unité Interreg Frontières Internes, et nous avons créé il y a quelques années une petite cellule qui s'occupe, on va dire, d'autre chose qu'Interreg, parce qu'Interreg c'est très très bien. Je pense qu'il y a énormément de choses qui ont bougé dans les zones transfrontalières grâce à Interreg les 30 dernières années, mais ce n'est pas assez. Comme vous l'avez dit, du projet par projet, ce n'est pas assez. Comme on l'a dit ce matin aussi, il faut institutionnaliser, pérenniser les liens. Et donc, pour ça, nous avons créé le Border Focal Point. Bon, je suis désolée de l'anglicisme, mais bon, voilà, c'est le point de contact, si vous voulez, frontière, qui travaille avec toutes les DG. Donc, nous avons un
un groupe interservice où nous parlons des questions évidemment d'emploi, mais aussi des questions de mobilité, des questions environnementales et climatiques, des questions Schengen aussi, hein, puisqu'on a aussi parlé ce matin, on a évoqué la crise de la pandémie Covid et les effets désastreux qu'ont eu les introductions de restrictions aux frontières. Donc pour nous, c'est très important de tout prendre en compte. On ne peut pas non plus tout faire. La Commission, vous savez aussi, a certaines compétences et d'autres pas. J'aime beaucoup l'idée d'emploi, de bassin d'emploi social ou solidaire, comme vous l'avez dit Christian, c'est vraiment très important. Et donc il faut travailler sur tous les aspects aussi de l'emploi, l'éducation, la formation, la reconnaissance des diplômes et des compétences, qui est quand même un petit peu en arrière, je dirais, par rapport à l'idée de marché unique. On n'y est pas du tout au niveau de la reconnaissance. Les services d'emploi des deux côtés qui ne se parlent pas toujours de manière très efficace. Et puis la fiscalité, il faut revenir à la fiscalité, ce n'est pas une compétence européenne, mais n'empêche, une fiscalité juste ou solidaire doit aussi être prise en compte. Il faut se battre contre des protectionnismes qui sont, à mon avis, déplacés au XXIe siècle et face à tous les défis qui se présentent à nous. Il faut l'ouverture à l'autre, il faut la confiance. Et nous, en notre équipe, avec le Board of Focal Point, nous essayons de travailler sur tous ces aspects-là. C'est très ambitieux, ça prend beaucoup de temps, mais je pense qu'on arrive petit à petit à insuffler la notion de zone fonctionnelle, hein, donc de zone où les gens interagissent sur tout le territoire transfrontalier en fonction de leurs besoins et en fonction des services qui existent. C'est très intéressant de parler justement de politique fiscale, politique sociale, parce qu'effectivement, la frontière, on parle beaucoup de dumping social, on parle beaucoup de homogénéisation fiscale à niveau européen, mais quand on habite Rome, on habite Madrid, on habite Paris, on ne le ressent pas trop. Quand vous habitez Pontarlier, là, vous ressentez très bien ce qu'on paye à impôt, le coût, etc. Là, les différences sont plus cuisantes. J'aurais presque envie de dire, qu'est-ce qu'on fait pour vraiment rendre encore plus facile, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de faire pour rendre encore plus facile une solidarité, se parler aussi sur une question qui est absolument souveraine et nationale, qui est la fiscalité d'ailleurs. Hein. Comment on peut imaginer une fiscalité qui puisse être destinée à ces parties-là? J'avance des idées vraiment un peu d'une manière même un peu fouloque, si vous voulez, mais une fiscalité transfrontalière ou une manière de financer. Justement, le président du PSI faisait l'exemple d'un investissement suisse fait en France par rapport à ça, mais ce n'est pas partout la même chose, loin de là. Donc, cette solidarité ne peut pas pousser comme un champignon après la pluie. Cette solidarité a besoin d'un travail. Est-ce que tous les acteurs rament dans la même direction sur le bateau? Je ne sais pas si les acteurs rament dans la même direction, ce serait intéressant parce qu'il y a une chose sûre, c'est qu'on est dans le même bateau. Donc il faut ramer dans le même sens, parce que sinon ça n'avance pas. Mais en termes de solidarité, je pense évidemment il y a un problème de la fiscalité, mais j'ai quelquefois l'impression de dire que c'est un problème tellement complexe que le mettre systématiquement en avant nous fait oublier qu'il y a peut-être des solutions plus pragmatiques et directes. Moi, je suis pour une fiscalité beaucoup plus harmonisée en Europe, etc., mais ce n'est pas à mon niveau. Je peux le faire en tant que militant, mais ce n'est pas à mon niveau, et je crois que c'est une réflexion qu'on doit avoir. Mais un mot sur les inégalités et sur l'autre aspect, comment on se parle et comment on avance sur un bassin de vie transfrontalier. Les inégalités, le bassin de vie transfrontalier, c'est pas, j'allais dire, c'est pas forcément le lieu où tout va bien. Le bassin de vie transfrontalier, c'est aussi un lieu, un espace qui crée des inégalités, et de fortes inégalités. Je le sais bien, puisque ma ville est considérée comme la 4e ville la plus inégalitaire de France, après Paris, Neuilly et Boulogne-Billancourt. Quand je dis ça à mes concitoyens, ils se posent des questions. Et pourtant, c'est vrai. C'est-à-dire que cette ville reste attractive pour les hauts salaires, y compris les salaires qui sont payés en francs suisses. Et comme les élus de cette ville n'ont pas, entre guillemets, chassé les plus défavorisés en maintenant du logement social en nombre important, on dépasse largement les 25% de logement social, eh bien, on a ces écarts-là. Et on est en permanence dans la situation où il faut gérer ces inégalités sur le terrain, y compris
avec des choses qui ont du mal à se comprendre quelquefois. Parce que quand sur le même palier, il y a quelqu'un qui fait le même métier, mais qui d'un côté de la frontière gagne 4 fois plus que celui, ou 3 fois plus que celui qui fait le métier en France, les jalousies, enfin voilà, la vie normale, hein, c'est des êtres humains fait que c'est compliqué. Donc je pense qu'on a dans la conception de vie du bassin, on doit intégrer ces notions-là. Et je dis que les inégalités sont côté français, mais pour bien connaître Genève, par exemple, il y a aussi des inégalités fortes dans le canton de Genève et les élus du canton le savent bien. Donc il faut qu'on intègre cela et on ne peut l'intégrer, alors certes avec une fiscalité plus juste, certes avec une participation de ceux qui bénéficient le plus de l'emploi sur le territoire qui en bénéficient le moins. C'est aussi le cas sur le territoire du Genevois, puisqu'on a la compensation financière genevoise qui apporte 3,5% de la masse salariale des frontaliers qui est reversée aux départements et aux collectivités françaises, et Haute-Savoie. C'est unique, mais c'est quelque chose qui est important et qui permet de jouer de régler des inégalités sur le territoire français, notamment en termes d'écoles, en termes d'équipements divers. Mais ça nécessite qu'on ait un lieu de discussion et de gouvernance aussi. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une mesure comme ça qui serait de travailler par à-coup. Il faut qu'on ait une vision dans le temps. On est sur un territoire, nous sommes les uns et les autres sur des territoires qui évoluent. Et il faut qu'on ait une vision de ce territoire. Dans quel sens on veut le faire évoluer? Et ça nécessite de travailler avec un GECT, avec des eurodistricts, avec des structures qui ont un pouvoir au moins d'élaboration des grandes orientations. Sur le Genevois, c'est un GLCT, puisqu'on n'a pas droit au GECT, puisqu'on n'est pas, la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, mais qui fonctionne très bien. Il y a un GLCT qui gère le Grand Genève et qui rassemble des collectivités françaises, des 2 départements, la région, le pôle métropolitain, et puis qui rassemble aussi le canton de Genève, la ville de Genève, mais aussi le district de Nyon et le canton de Vaud. Hein. On a donc un ensemble. Et là, on discute. Là, on élabore un projet de territoire. Là, on commence pas, mais on essaye depuis un certain temps de rééquilibrer emploi et logement. Et on peut dire qu'on est en train, au moins sur une partie, de gagner. La particularité de la partie haut-savoyarde du Genevois français, c'est que ce n'est pas un désert économique. Ce n'est pas un lieu où il y a la totalité de la population traverse la frontière. Il y a sur l'agglomération annemassienne autant d'emplois que de population active. Mais la moitié de la population active d'Annemasse va travailler de l'autre côté. Donc vous voyez, il y a des déplacements qui se font à une échelle plus grande. Et tout cela nécessite qu'on ait, notamment en termes d'aménagement du territoire, notamment en termes de transition écologique, on en a beaucoup parlé ce matin, qu'on ait la capacité dans le respect des choix de nos États, évidemment, parce qu'on appartient à un État, mais qu'on ait la capacité d'agir là où on peut agir. Là où on peut agir sur la mobilité, là où on peut agir sur les choix énergétiques. Quelqu'un signalait ce matin à juste titre la chercheuse qui était là, j'ai oublié son nom, est-ce qu'elle m'excusera, mais qui signalait qu'elle travaillait avec le CERN sur Ferney-Voltaire, avec la récupération de la chaleur. Voilà, c'est des éléments qui sont très concrets dans le fonctionnement. Et ma question, enfin mon interrogation, c'est aujourd'hui comment nos structures nationales au-dessus et européennes nous donnent plus de pouvoir, plus de droit à l'expérimentation, plus de décisions au plus près du terrain, de la population, avec ces mots qu'on a entendus ce matin, hein, simplification, déconcentration, expérimentation. On les emploie souvent. On aimerait qu'ils se concrétisent beaucoup pour aller plus loin là où on est le mieux placé pour gérer sur le terrain.
Au fait, systématiser ce droit à l'expérimentation et le rendre définitivement une manière d'agir sur le territoire. Parce que de facto, expérimenter, ça fait 30 ans qu'on le fait, on essaye, on travaille, on va expérimenter ici et là. Les populations, à niveau, il me semble, à niveau local, ont donné preuve d'initiative parfois. Et vous le dites tous les trois, l'élément fondamental est la communication, le rapport entre les populations des deux côtés et leur travail ensemble. Effectivement, il y a de quoi se demander comment inventer une machine qui fasse vivre encore et agir encore plus les populations des deux côtés ou des trois côtés des différentes frontières. Et ça, c'est un élément qui m'intéresse. Monsieur Lambert, je vous voyais noter des passages pendant que, à la fois, le président du PACI, à la fois Madame Verstekel, disait leur idée. Je ne suis pas encore, j'ai pas été encore capable de vous faire revenir sur une chose dont on avait parlé, cette tension entre capital, et je reviens là-dessus, parce que je pense que on ne peut pas imaginer quand même l'activité sur le territoire d'un transfrontaliera en oubliant qu'il dépend beaucoup d'une volonté des États. On ne peut pas, je plaisante au passage, avec notre représentante de la Commission en ce moment même ici, dire que c'est la faute de l'Europe en oubliant que c'est quand même les États membres qui décident ce que l'Europe doit faire. Donc, et sur ça, j'aimerais bien vous entendre. C'est tout à votre honneur de revenir avec la question à laquelle je n'ai pas répondu, mais je dois vous avertir. Avec un demi-siècle d'expérience de politicien, j'ai appris à ne répondre qu'aux questions que je me suis posées moi-même. Non, fin de plaisanterie. La question que vous mettez sur la table est une question explosive. Pourquoi ? Parce qu'elle affecte fondamentalement la conception de la souveraineté étatique. Alors on peut amener l'histoire de différentes façons. Il y a beaucoup de petites portes arrière et des fenêtres par lesquelles on peut entrer quand on a été foutu à la porte par l'État. Mais ça reste toujours très délicat. Quand vous avez vraiment des bassins de vie transfrontaliers, il n'est pas possible de les structurer convenablement si chaque État maintient sa souveraineté nationale intégrale comme si le voisin n'existait pas. Et on peut toujours avoir l'espoir que l'Europe viendra harmoniser, mais là, les limites sont aussi très claires, ne fût-ce que dans les traités. Alors, il faut trouver les astuces. Et les idées des territoires d'expérimentation sont de telles astuces parce qu'elles font croire à l'État qu'il garde son intégrité. Mais en réalité, il doit lui-même créer la solution d'exception qui s'appliquera. Mais alors où ? Comment délimitera-t-on la partie du territoire national sur laquelle on peut expérimenter des normes différentes, peut-être celles du voisin ? Et c'est pour solutionner ce problème que la Commission a eu, sous l'impulsion de la présidence luxembourgeoise, à l'époque, cette idée géniale d'inventer le ICBM, ce Transborder Mechanism, qui est un cadre juridique où, sur un sujet particulier, on permet, sur le territoire d'un État, d'appliquer le droit de l'autre. Et on minimise ça, on dit c'est un petit détail, c'est pas très important, c'est pour l'efficacité, c'est pour que ça marche mieux. Mais avec tout le talent oratoire de toute une commission, même avec la pression de le lier au règlement concernant la MFF, le Conseil des ministres ne s'est pas laissé prendre. Il a bloqué ça. Et nous sommes en train de tous les côtés d'essayer de faire évoluer, mais ce n'est pas évident dans aucun État. Même dans les États les plus décentralisés, fédéraux, il y a toujours quelqu'un qui se dit « mais ça, c'est quand même aller un peu trop loin, il faut faire autrement ». Alors, je crois qu'il faut continuer parce que la solution, c'est ça. Dans un bassin de vie transfrontalier, on aura vraiment un bon développement que si des règles plus ou moins identiques et comparables s'appliquent. Mais en attendant, il faut agir. Alors, si vous voulez fâcher les gens, dans une réunion de bonne amitié transfrontalière, vous parlez soit de planification territoriale
ou de fiscalité. Alors là, vous êtes certain que l'ambiance va monter. Et j'ai eu cet extraordinaire plaisir, justement ma longévité arrive à la fin, donc je peux me permettre ce genre de plaisanterie. J'ai fait pour le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe un avis sur la répartition équitable du produit de l'impôt pour les travailleurs frontaliers. J'aime autant vous dire que j'en ai eu pour mon prix. J'avais évidemment mis des scientifiques là-dessus parce que quand on a un problème comme ça, il faut laisser parler les scientifiques. Et puis les conclusions, il faut quand même les présenter soi-même. Alors je me suis fait attaquer fondamentalement par le Premier ministre du Luxembourg. Bon, c'est pas la Chine, mais c'est quand même le Luxembourg. Et moi, je suis dans une région encore plus petite que le Luxembourg, voisin du Luxembourg, donc ça, c'est pas très agréable. Mais je l'ai tout de suite mis à sa place parce que je lui ai posé la question, mais est-ce que tu as lu mon rapport? Alors il a dit non, alors je dis lis d'abord et puis on rediscute. Mais c'est extrêmement délicat. Et ce qu'il faut faire dans ce genre de sujet, c'est de ne pas aller faire du cherry picking. Il faut un peu globaliser. Il faut voir l'ensemble, la fiscalité, mais aussi les pensions, les soins de santé, tout le reste, les coûts de vie, le logement, la formation, l'enseignement, les allocations familiales. Et tout ça doit être à la fin quelque chose, et ça c'était le mot que vous m'avez vu noter, ça c'est quelque chose alors à la fin qui réussit si on fait ce que Christian a dit tantôt, un équilibre. Oh, je dis toujours qu'un aménagement du territoire... Un aménagement territoire, c'est comme dans les bonbonnières au mariage. Vous pouvez faire un référendum chez tous les invités, vous aurez toujours quelqu'un qui n'est pas content de la bonbonnière que vous aurez choisie. C'est-à-dire que sur des questions territoriales, vous aurez toujours des gens qui sont contrariés par quelque chose. Et toujours... Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est que je trouve, je ne sais pas si vous êtes d'accord, que les régions de frontières, les zones qu'on appelle transfrontalières, sont des laboratoires de ce qui va se passer tôt ou tard. Et c'est en fait, quand on se concentre sur des thématiques, comme vous l'avez dit clairement, sur des thématiques qui concernent l'aménagement, qui concernent la fiscalité, mais aussi sur d'autres questions, et réfléchir en tant que bassin de vie aujourd'hui à niveau de zone de frontière pour des activités culturelles, c'est probablement quelque part anticiper ce que va être une discussion qui concernera toute l'Europe. C'est-à-dire, on est vraiment peut-être dans les zones de frontières, dans les transfrontalières, comme sous le laboratoire de ce que, de toute manière, les territoires qui font partie de l'Union européenne devront affronter. Les différences sociales, les différences culturelles, les différences fiscales, comment les traiter en respectant les diversités. Alors, justement, c'est des questions délicates, mais comment arriver à les aménager? Comment arriver, non pas simplement par la trouvaille d'un outil spécifique, c'est aussi une question de principe. Est-ce qu'on accepte, justement, qu'un pays autre vient financer des services publics dans mon pays? C'est bien, parce que quand même, ça aide. Mais alors, de quelle manière, comment on les utilise, avec quel but, quelle vision commune, excusez-moi. Donc voilà, ça c'est, je pense qu'il y a, désolé, c'est pas tellement une question que je vous fais, mais c'est plutôt, je mets en lumière un aspect, et je répète, c'est vraiment, il faut le faire parce que c'est vraiment un aspect de laboratoire d'action à venir, je pense. Est-ce que ça aspire l'Union européenne? Est-ce que le discours que M. Lambert, M. Dupassy vous inspire autre chose, l'idée d'intervenir sur ces thématiques-là? Oui, juste pour vous dire qu'effectivement, Karl-Heinz nous a tous rappelé la pénibilité de devoir négocier certaines choses parfois au Conseil. On avait peut-être oublié que ce serait difficile sur le mécanisme. Et donc, pour nous, l'idée, c'est vraiment de mettre à disposition, pas un outil, pas deux outils, mais ce qu'on appelle chez nous une boîte à outils, en fin de compte, en se disant que ceux qui veulent, ceux qui ont la volonté vraie de travailler avec leurs voisins et la possibilité de le faire en utilisant les différents outils qui existent. Et si certains ont envie d'inventer leurs propres outils, tant mieux et qu'ils le fassent. Et je pense que pour la DG Régio, on sera toujours là pour les soutenir. Mais en fin de compte, il faut au départ vouloir le faire. Il faut vouloir travailler ensemble. Et alors, chez nous, le grand défi, c'est que ce que nous mettons sur la table doit pouvoir servir à
toutes les frontières de toute l'Union européenne. Ça, c'est un énorme défi. Parce qu'ici, on a parlé beaucoup de toutes les frontières autour, enfin, les frontières de la France, les frontières de l'Europe de l'Ouest, on va dire. On a parlé un petit peu ce matin aussi de l'espace nordique. Mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi l'Europe centrale, l'Europe du sud-est, où il y a quand même aussi, je dirais, une histoire récente un peu plus lourde, un peu plus compliquée, et que donc, moi, je ne peux pas me permettre de développer un outil qui sera applicable qu'entre la France et l'Allemagne ou entre la Belgique et les Pays-Bas. Il faut vraiment réfléchir à toutes les frontières. Et c'est pour ça que la notion de boîte à outils concorde très bien avec ce qu'on essaye de faire, dans le sens où vous avez des outils qui sont des outils de base, et puis vous avez aussi des outils qui sont plus sophistiqués, dirons-nous, pour faire des choses peut-être un peu plus avancées. Mais ça n'empêche qu'au début, il faut toujours la volonté de vouloir travailler ensemble, sinon rien. Oui, on est au cœur des enjeux qu'on porte sur l'ensemble de ces territoires. Je pense que ces territoires frontaliers, d'une manière générale, et il suffit de faire d'avoir un regard complet, ce que la MOT, c'est son rôle, peut avoir. On sait que ces territoires, pour la plupart, travaillent ensemble sur des projets de territoire, ils ont une réflexion sur l'avenir. La question qu'on se pose, c'est pourquoi ça ne va pas plus loin? Parce qu'il y a un certain nombre d'obstacles qui ne sont pas levés, y compris des obstacles qu'on peut comprendre, qui sont juridiques. On travaille sur un projet de territoire avec une vision globale sur l'aménagement à 20 ans. Ce document, on arrive d'ailleurs souvent à un accord, parce qu'on a la même vision. Ce document ne s'impose absolument pas sur les documents d'urbanisme des deux pays. Alors c'est celui qui peut le faire, et quand on a un pays fédéral comme la Suisse, c'est plus possible. Mais nous, côté français, on n'a aucun moyen de faire que ce cadre général soit repris au moins dans l'essentiel, dans les objectifs, dans les projets de Scott ou dans les projets de PLUI, voilà, c'est-à-dire les projets qui organisent le territoire. Donc là, c'est là où on peut interpeller les États, et chaque État, et non pas l'Europe, là, je suis bien d'accord, ça se dit au niveau des États. C'est comment on laisse, et je reviens sur les mots que nous avons tous les trois prononcés déjà plusieurs fois, d'expérimentation, comment on est capable de lâcher un peu du pouvoir centralisateur pour dire, là, si on fait ensemble, si notre réflexion donne une idée, eh bien on peut y aller et on a la couverture parce qu'il nous la faut. Il nous la faut. On ne fait pas sécession, c'est évident. Donc, et on a l'accord de principe de l'État parce qu'on reste dans les règles, pour la France, dans les règles de la République. Moi, je suis très attaché aussi à ces données-là. Ce n'est pas de faire n'importe quoi, n'importe où, au contraire. Et quand on voit les résultats des élections d'hier, ça pourrait être inquiétant à certains moments. Donc, je pense qu'on a besoin des règles nationales. Mais on a besoin de règles nationales qui soient suffisamment souples et qui fassent suffisamment confiance aux situations locales. Je vais prendre deux petits exemples rapidement. Un exemple aujourd'hui qui est d'actualité, les règles du télétravail. Voilà. Télétravail, tout le monde a dit c'est bien, parce qu'on a pu continuer à travailler pendant la crise sanitaire. Puis en plus, ça a des côtés positifs en matière environnementale, moins de déplacements, etc. Aujourd'hui, et heureusement que les uns et les autres, élus locaux, élus parlementaires et évidemment la MOT, qui a fait une étude à ce sujet-là, on est en capacité de faire que là où il y avait risque de suppression complète du télétravail pour les frontaliers, on engage une période à nouveau provisoire et que l'on s'engage dans cette période provisoire de trouver des éléments qui deviendraient pérennes pour les règles. Mais c'est une vraie bataille qui a été menée. Et s'il n'y a pas les pouvoirs locaux, s'il n'y a pas le relais des élus à ce niveau-là, ça s'arrête parce qu'administrativement, ça tombe. Et on aurait pu avoir cette chose étonnante dans une entreprise, d'avoir des gens qui ont droit au télétravail
ceux qui habitent le pays où ils travaillent, et puis les autres qui viennent de bien plus loin, qui eux n'y auraient pas droit du tout. Alors voilà, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre de règles. Moi, je ne suis pas pour le télétravail généralisé, etc. Pensons à la concurrence, pensons à la délocalisation, etc. Donc il faut des règles et des limites, c'est évident. Mais prenons en compte les propositions du tissu transfrontalier. Deuxième exemple, on a parlé beaucoup ce matin de transition écologique ou énergétique. Les différences qu'il y a entre les vignettes qu'on met sur les voitures par rapport au taux, vous savez, quand il y a une situation grave, on dit les 3, 4, 5 ne peuvent plus rouler, etc. Ça a été là aussi un combat, je dis bien combat, dans les deux pays, France et Suisse, pour arriver à harmoniser les vignettes, c'est-à-dire que les vignettes suisses soient valables en France et les vignettes françaises soient valables en Suisse et surtout qu'elles veuillent dire la même chose. Voilà. Eh bien, ça ne peut, c'est des éléments qui ne peuvent se régler que localement, avec l'écoute de l'État qui doit décider à la fin, qui doit prendre ses responsabilités. Mais ce lien permanent entre le local et les différents échelons font que ça renforce tout à fait ce que j'ai dit dans mon introduction ce matin, c'est-à-dire la nécessité d'avoir une coopération transfrontalière vue à tous les niveaux, le local, le national et l'européen, et qu'il y ait un lien, d'où la nécessité, ce qu'on demande depuis longtemps, je l'ai redit et je le redis, d'avoir dans chaque État un interlocuteur, un service qui porte les réflexions transfrontalières auprès des gouvernements qui, normalement, devraient être à l'écoute. Madame Verstekel. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose. On parle de dialogue et de vouloir s'engager avec l'autre, etc. Personnellement, depuis les 10 années où je travaille à la DG Régio sur ces dossiers, je dois dire que le défi principal, à mon avis, ce n'est pas le dialogue entre un côté de la frontière et l'autre, mais c'est le dialogue à l'intérieur de chacun des pays entre le local, le régional, le national. Et vraiment, c'est là que le bas blesse. Parce que les gens, enfin, en grande majorité, les transfrontaliers eux-mêmes apprennent à se connaître, engagent le dialogue avec l'autre, voient très bien où aller, comprennent bien où est le gagnant-gagnant, d'ailleurs, je pense. Et ils le savent, comme vous le dites, on peut avoir une vision à 2030, à 2050, mais par contre, on voit que le bas blesse quand il s'agit de faire remonter cette vision de chacun de son côté dans ses instances, à l'intérieur de ces frontières. Et pour moi, c'est pour l'instant là que ça bloque, et pas tellement sur le transversal, dirons-nous, plutôt sur le vertical, je dirais. Et c'est vraiment un vrai défi pour toutes les régions frontalières, de s'engager dans cette voie. Je pense que Jean sera très d'accord avec moi. Quand on a travaillé sur le Covid, par exemple, on se rend compte que même dans les capitales, entre différents ministères, on ne se parle pas de ce qui se passe sur les frontières. Ou bien alors on vraiment par le bout de la lorgnette. C'est-à-dire, moi je vois la fermeture des postes de frontières, moi je vois le problème avec la santé, moi je vois le télétravail, et personne n'a une vision d'ensemble dans les capitales. Et il y a peu de dialogue, à mon sens, et je ne parle pas de la France en particulier, mais de tous les États membres, entre le local, le régional et le national. Monsieur Lambert, sur cette question, j'interroge, je vous cite, le politique depuis un demi-siècle. Est-ce que vous voyez justement libérer cette possibilité de dialogue entre cette verticale? Est-ce que vous voyez que comme une chose qui va perdurer et qui va empêcher? Oui, il faut des dialogues, il faut se parler et il faut surtout arriver à un niveau de coopération basé sur la confiance. Sans confiance, rien n'est possible. Même pas dans un État, entre les différents niveaux, mais encore beaucoup moins entre des niveaux de différents États. Et là, la difficulté, c'est de bien comprendre le fonctionnement de l'autre côté de la frontière. Parce que très souvent, vous avez des collectivités territoriales de l'autre côté qui portent même les mêmes noms que les vôtres, mais qui ont d'autres compétences, qui fonctionnent différemment, qui sont autrement autonomes ou dépendantes par rapport à leur capitale respective. Et tout ça doit
être mises en commun en musique, à la fin, il faut un résultat cohérent. Et c'est ça vraiment la nature laboratoire de cette coopération transfrontalière qui a encore été mise en exergue récemment dans la communication de la Commission de 2021. Ça, c'est l'art de la coopération transfrontalière. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il ne suffit pas de le vouloir, il faut encore le savoir-faire. Et ça ne vient pas tout seul. Là, il faut vraiment comprendre comment fonctionne l'autre côté et puis trouver le moyen de mettre tout ça en œuvre. Et on a souvent beaucoup d'efforts à faire pour des petits progrès, mais ça vaut la peine de les faire parce que progrès après progrès, ça va bouger et ça va aussi impliquer autrement alors le contexte respectif. Mais il restera toujours ce qu'on a vécu de manière dramatique avec le Covid. Je n'aurais pas cru que c'était possible. C'est ce réflexe congénital des États de fermer les frontières dès qu'il y a un problème. Même si c'est tout à fait contre-productif, c'est le réflexe. On ferme les frontières et puis on voit. Et si on fait ça, dans le contexte de la coopération transfrontalière, on détruit en 1 heure du travail qui a été péniblement construit pendant des années, parfois même des décennies. On l'a vu à chaque crise que nous avons vécue depuis maintenant 10 ans. Et si on veut vraiment éliminer ce risque-là, il faut vraiment trouver quelque chose de très solide. Et là, je crois que l'Europe devrait être l'endroit qui impose un peu à tout le monde. Je choisis à volonté le mot imposer, impose à tout le monde des règles de fonctionnement qui obligent en tout cas à ne pas procéder à ce genre de réflexe spontané. Donc, bref, je pense qu'on peut même conclure cette discussion, cette peur ancestrale qui nous fait revenir très en arrière à clôturer une frontière, alors que cette frontière a été l'endroit où on a eu des échanges, on a fait des choses ensemble, on a planifié, on a dit des choses et on a voulu monter des choses. Je vous propose de remercier nos 3 participants à cette première table ronde de l'après-midi, chaudement. Si vous n'avez pas de questions,